c'est parti. T'as notre clap? Bien sûr. Attends. Qu'est-ce que vous êtes violent? Bonjour, bienvenue dans le numéro 14 de Boulevard du Cinéma. Aujourd'hui, nous sommes avec Renaud, Bonjour. Bruno, Christian, Bonjour. Jean-Claude qui revient, Bonjour. Alexis, Salut. Monsieur Daniel Bouteiller. Bonjour. Et notre invité Gérard Laine. Bonjour. Bonjour Gérard. Alors on va commencer avec toi Gérard. Donc tu es historien du cinéma, critique journaliste. On peut dire tout ça. Gérard Laine qui est un recordman dans son genre, puisque tu as travaillé pour pas mal de magazines et journaux, Midi Minute Fantastique, Télérama, Télé 7 jours, La Revue du Cinéma, Pilote, L'Écran Fantastique, Lui, Playboy, j'en oublie? Tu es bien renseigné. Bah oui, oui. Très bien. J'en ai oublié ou... Ah oui, mais moi aussi. Ah bon? Et tu as écrit donc pas mal de livres donc, sur le cinéma et surtout sur un thème de prédilection, le cinéma fantastique. Alors, j'ai plusieurs thèmes de prédilection, le fantastique, aussi l'érotisme. L'érotisme qui est venu après. Oui, oui. Oui, enfin, un peu après. Oui. Pas après. Donc là, si ceux qui connaissent, donc il a écrit donc pas mal de cinéma fantastique. Alors ça, c'est l'incunable. C'est mon premier livre, Oui. en 70. Cinéma fantastique et ses mythologies, donc un grand classique, qui est ressorti après, 15 ans après, c'est ça? Oui, Dans une nouvelle édition, donc augmentée. avec des images. Très beau livre, Voilà. très beau texte. Et alors d'où est venue cette passion pour le cinéma fantastique? Bah, parce que c'était interdit. En gros, c'est ce qui attire le plus. Bon, moi, j'étais d'un milieu très strict, dans une petite ville de province, famille très catholique. Bon, le fantastique, l'horreur, l'épouvant, tout ça c'était vraiment très mal vu. Et il n'était pas question qu'on aille voir ce genre de film. Ouais. Voilà. Donc, à partir du moment où on quitte la famille, où on devient étudiant dans une ville un petit peu éloignée, la première chose qu'on fait, c'est d'aller voir les cycles de films fantastiques qui passent dans certains cinémas d'une ville universitaire comme ça, qui s'appelait Lille, et de découvrir, et puis alors là, au contraire, d'avoir d'un seul coup une soif inextinguible de ce genre de cinéma. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis alors pourquoi écrire un livre? Tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. En France, il y avait un livre qui était signé Michel Laclos, mais en fait c'était une vingtaine de pages et après tout le reste c'était des photos légendées. Et donc je pense que je n'ai pas été le seul à me faire ce raisonnement. Parce que celui-là c'était vraiment un des premiers qui traitait du genre. Voilà, ça a été simultané avec la sortie en décembre 70 d'un livre qui était signé de René Prédal, qui s'appelle Le cinéma fantastique, et ni l'un ni l'autre, nous ne savions qu'il y avait un autre livre en préparation. Et ils sont sortis en même temps. Il faut dire que le bouquin de Michel Laclos dont tu parlais était sorti en 1957. Soit 13 ans avant, quand même. Tout à fait. Mais à l'époque, c'était un bouquin très attrayant, justement à cause de ces photos noir et blanc, mais bon, c'était Pauvert, je crois. Oui. Je crois, oui.
Et donc, ça a contribué, évidemment, c'est un livre que... Moi je n'avais pas les moyens d'acheter des livres hein, bon, à cette époque, mais j'avais eu l'occasion de le voir, de le feuilleter, de le lire, et donc ça avait encore augmenté mon envie de me rapprocher de ce genre de film. Et est-ce que tu te souviens vraiment du premier film qui t'a vraiment qui a semé la petite graine? Ben, c'est peut-être justement quand j'étais encore, moi, dans ma petite ville, et que j'ai vu une bande-annonce. J'ai vu la bande-annonce de Frankenstein s'est échappé de Terence Fisher, qui est assez impressionnante. Ça m'a tellement impressionné que j'en ai fait des cauchemars pendant assez longtemps, et que je me souviens, j'en voulais aux gens qui avaient fait un tel film. Je me disais, quelle horreur, vraiment, c'est vraiment des gens horribles qui peuvent faire des choses pareilles. J'aurais évidemment pas prévu qu'une quinzaine d'années plus tard, je rencontrerais à la fois Terence Fisher, Peter Cushing, etc., et qu'on allait pouvoir parler, sympathiser, et que j'allais passer exactement, je serais dans la position diamétralement opposée à celle que j'avais en étant adolescent. Donc tu les as rencontrés après à quelle occasion? Oh, bah, c'était dans les festivals, parce qu'à partir de 72, il y a eu le festival d'Alain Chlokov qui s'appelait Convention à l'époque, et puis en 73, ça a commencé le festival d'Avoriaz, où effectivement on se rencontrait. Je suis aussi allé sur des tournages de films, parce que Christopher Lee, par exemple, a tourné avec Édouard Molinaro. Oui. Donc, Dracula père et fils. Dracula père et fils, et je me retrouvais sur ce tournage, entraîné par mon ami Jean-Claude Romer, qui était très branché sur tout ça, et qui m'a présenté Christopher Lee, qui parlait un français admirable avec sa voix de bronze. Et d'ailleurs, on parlait d'Avoriaz, et tu as été toi-même membre du comité de sélection du festival pendant plusieurs années. Oui, à partir de la deuxième année, les organisateurs d'Avoriaz ont estimé que c'était bien d'avoir un comité de sélection. Donc on était une quinzaine de personnes, à la fois des journalistes, critiques de cinéma qui travaillaient pour des journaux importants. Voilà. Moi je travaillais pour un journal qui avait un très fort tirage. Donc, puis j'avais écrit ce livre aussi qui avait fait un certain bruit dans ce milieu. Et puis on avait des cinéastes, on avait Claude Chabrol, Georges Lautner, Édouard Molinaro, quelques autres qui étaient présents parmi nous. Donc c'était une ambiance très conviviale et stimulante, d'avoir des conversations continuelles avec tous ces gens-là, entre les films, parce qu'on avait des comités de sélection qui duraient plus de 12 heures. Donc au milieu, on avait un dîner, on se retrouvait, et voilà. Concrètement, ça se passait comment? Qui choisissait les films depuis le début? Alors, il y avait des rabatteurs pour l'organisation d'Avoriaz, qui s'appelait Martine Jouandeau, par exemple, hélas disparu depuis. Jean-François, il rameutait, il voyait des films un petit peu partout, aussi dans d'autres festivals, il les ramenait, et nous, on les voyait et on votait avec un système de cotation 1 sur 10, et voilà, c'est en principe, quand il n'y avait pas de tricherie, c'était les films qui avaient remporté le plus de suffrages qui étaient sélectionnés pour le festival. Mais il n'y avait pas trop de surprises, parce qu'en général, on prenait les bons films. D'accord. Tous les films, tu les voyais vraiment entièrement ou... Ah, voilà la question. Non, c'était impossible de tout voir parce qu'il y avait beaucoup trop de films en sélection. Nous, on commençait la sélection peut-être en novembre, et Avoriaz, c'était fin janvier, quoi. Donc, quand c'était vraiment trop mauvais, il y avait souvent des mains qui se levaient et des gens qui commençaient à crier « on arrête ». Mais dans ce cas-là,
ce qui était assez honnête quand même. On n'arrêtait pas complètement le film, on disait « dernière bobine ». Et la dernière bobine, souvent confirmait ce qu'on avait vu au début, et ça a permis de... Cela dit, quand j'ai revu, parfois j'avais pris des notes à l'époque, j'avais la liste des films qu'on avait vus ou qu'on avait refusés, et je me suis dit parfois, tiens, celui-là on l'avait refusé, et c'était quand même pas si mal que ça, et depuis, je trouve que c'est maintenant un film très intéressant, et qui avait été quand même... bon, c'est pas toujours évident. Et puis sinon, effectivement, autour des tables de déjeuner ou de dîner, je peux me souvenir avoir déjeuné avec Wes Craven, par exemple, des gens comme lui. Voilà, c'est des petits souvenirs, rien de vraiment extraordinaire, parce qu'à Voriaz, on est complètement dans un monde clos. Et c'est ce qui d'ailleurs fait donner cet effet proche du fantastique. C'est pas pour rien qu'ils avaient choisi le thème de leur festival. Ce qu'ils voulaient faire un festival, ils ne savaient pas sur quoi le faire. Ils ont pensé. Et cette ambiance avec la neige, le brouillard, le fait que pour arriver là-bas, on ne peut pas faire autrement qu'avec un téléphérique. La route est arrivée un peu plus tard, mais à l'époque, non. On est dans un endroit où il n'y a aucune voiture, seulement des traîneaux. Et c'était assez fascinant, oui, au tout début. Après, bon. Tu t'es aussi spécialisé dans le cinéma érotique, un petit peu, on peut le dire. C'était un petit peu la même démarche, c'est-à-dire que je me suis aperçu qu'en France, il n'y avait pas eu vraiment de livre qui soit analytique sur ce cinéma. Par exemple, il y avait eu les albums de Loduca, Jean-Marie Loduca, qui était aussi aux éditions Pauvert, et qui étaient essentiellement des recueils de photos. Alors, des photos avec des légendes. Voilà. De temps en temps, une petite introduction, mais pas grand-chose. Donc personne ne s'était penché vraiment, parce que, en fait, c'est pas... On pourrait presque dire que ça n'intéressait pas les gens à cette époque-là. Même en général, c'était assez méprisé, parce qu'on considérait que c'était un cinéma populaire. Et la critique officielle, bien pensante, n'avait jamais accordé l'importance voilà, que méritait. Alors, en l'occurrence, là je parlais du fantastique. Maintenant, pour l'érotisme, c'était encore pire, on va dire, parce que à l'époque où on était à l'époque des années 50-60, le cinéma érotique était soft par rapport justement à ce qui va se passer dans les années 70, où ça va être une vague déferlante du cinéma hard pornographique. Donc à l'époque, c'était vraiment quelques scènes de temps en temps dans les films, ou alors des films érotisants, disons. Et voilà, je me suis dit que ça valait la peine de se lancer là-dedans. C'était pas si facile parce que le projet n'a pas tout de suite été suivi par un éditeur. Et puis c'est arrivé avec Henri Verrier à la fin des années 70. Et c'était un éditeur qui s'est assez spécialisé dans le cinéma. Et voilà, ce livre s'est appelé Le sexe à l'écran. Oui. Et ça a été un peu pour moi un travail, ce qu'on appelle work in progress. Que je l'ai repris, j'ai continué. Le sexe à l'écran, 3 ans plus tard, on l'a repris en ajoutant un cahier parce qu'il s'était passé des choses nouvelles. Après, 10 ans plus tard, j'en ai publié un deuxième qui s'appelle Le sexe à l'écran dans les années 80, avec beaucoup de photos, voilà. Et après, longtemps après, c'est-à-dire 20 ans après pratiquement, l'éditeur qui s'appelle La Musardine, qui est spécialisé dans l'érotisme, m'a proposé de le reprendre, et, en le mettant à jour naturellement. Il s'est passé beaucoup de choses. Et puis en faisant un très bel album. Et on a changé, à ce moment-là, on a changé le titre, on a mis érotisme et cinéma.
Mais au départ, c'était la même idée. Bon, j'ai changé beaucoup de choses, j'ai changé la structure, j'ai changé le plan. Bon, mais enfin, c'est considérablement enrichi cette étude que j'avais faite. Et puis, encore une fois, 11 ans plus tard, la Musardine, ils ont considéré qu'il fallait encore le mettre à jour, et puis que surtout il fallait passer à la couleur. Parce que dans les précédentes, à l'époque, on faisait des livres de cinéma, souvent les photos étaient en noir et blanc, c'était des reproductions, on n'avait pas ni les moyens, ni la technique, et voilà, c'est arrivé là, bon, la dernière édition qui existe. C'est celle-là la dernière. Alors c'est celle-là la dernière, qui s'appelle donc encore Érotisme et cinéma, et qui est paru en 2009, avec Ludivine Sagné en couverture. Et là, beaucoup de couleurs. Justement, dernièrement, par rapport au succès de 50 nuances de grès, ils t'ont fait une autre commande. Il est où le livre? Alors, On va avoir un ici. On va son stock. Voilà, c'est celui-là. ça c'est 2013. 2013. Et mes seins, tu les aimes? C'est le titre donc du livre. Tu peux raconter un peu? Oui, le patron de la Musardine, qui s'appelle Claude Barre, avait été impressionné par le succès énorme du livre 50 nuances de grès. Alors il a commencé à sortir des livres dont le titre comprenait le chiffre 50. Et là il a eu l'idée, comme il savait naturellement que je m'intéressais à la question, il a eu l'idée d'un livre qui réunisse les 50 scènes les plus érotiques du cinéma. Mais sur des films non érotiques. Sur des films non érotiques, oui, parce que sinon c'est trop facile à la limite. Bon. Et dans des films qui sont connus, qui sont, je sais pas, il y a Le Mépris de Godard, il y a 7 ans de réflexion avec Marilyn Monroe, bon, et Angélique Marquise des Anges, par exemple. La Psychose. Non, il y a Psychose, oui. Alors l'idée était la suivante, c'est-à-dire que Claude Barre pensait qu'il fallait raconter les scènes telles qu'elles étaient, etc. Et moi je me suis dit, je ne vais pas recommencer, je l'ai déjà fait à la limite, je l'ai déjà fait dans les livres précédents, raconter des scènes qui sont dans les films, et puis parfois ça risque d'être un peu décevant, parce que si on s'en tient aux scènes, il y a des scènes qui sont vaguement érotiques, qui ne sont pas tellement... Et d'un seul coup, il nous est venu ensemble la même idée qui était d'extrapoler, et qui était de travailler sur le fantasme proprement dit, c'est-à-dire une scène qu'on voit au cinéma dans un film, quand on la voit, on imagine que ça va plus loin. Évidemment, il y a le montage qui vient, qui coupe, et puis on passe à autre chose. Mais nous, dans la tête, ça peut aller plus loin, ça peut être plus érotique, voire pornographique. Et à ce moment-là, l'idée a été de raconter ce qu'on pouvait fantasmer à partir d'une scène. Donc, quand le début, en général, la scène elle existe dans le film, et puis, au bout d'un moment, elle s'arrête, mais moi je continue. Je continue pour aller plus loin. En fait, c'est toi qui imagines la suite. Voilà. Moi, Gérard, j'avais une question parmi tous les livres que tu as écrits et que j'aime tous beaucoup. Il y en a un que j'aime particulièrement, c'est Cela s'appelle Laurent, qui est le premier bouquin français de mémoire qui parle exclusivement du cinéma fantastique anglais. Comment s'est passé le projet? Comment sont passées les ventes à l'époque, etc. Alors, j'avais un ami qui s'appelle Alain Venisse, qui est un grand spécialiste du cinéma fantastique, qui est un photographe, et que j'ai connu, il était à Paris, il était dans l'équipe de Vampirella à l'époque, avec des gens comme Jean-Pierre Brixou, voilà. Et il a déménagé, il est allé habiter à côté de Cannes. Et pendant le festival, j'allais souvent chez lui, je le voyais beaucoup. Et quand on a fait la réédition chez Henri Verrier de mon premier livre, Le cinéma fantastique et ses mythologies, on a voulu le faire illustrer. Donc il fallait trouver des photos intéressantes, des photos rares, etc. Et comme lui est un très très grand collectionneur, il m'a montré sa collection. Et grâce à lui, on a fait cette édition vraiment richement illustrée. Et ça m'a, en voyant les collections qu'il avait et qui m'ont complètement fasciné, je me suis dit, c'est vraiment dommage de ne rien en faire, il faut en faire quelque chose.
Alors l'idée, ça a été de faire un album photo, parce que c'est essentiellement iconographique, hein, et puis de le publier. Bon, j'avais un ami qui est éditeur qui s'appelle Michel Archimbault, et qui à l'époque, avec un tout petit éditeur qui s'appelait Librairie Séguier, eh bien, on a réussi à sortir ce livre qui est assez luxueux, qui est lourd, et voilà, de photos entièrement noir et blanc. Et bon, comme il fallait quand même un petit peu étoffer ça, je me suis astreint à faire des légendes qui souvent sont au second degré ou assez humoristiques. Une grande introduction, de longues filmographies. Il faut bien se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas IMDb, on n'avait pas d'Internet. Bon. Et les filmographies, ben, on les a faites en tâtonnant. On les a faites vraiment en cherchant dans diverses sources. Et là, Alain m'a beaucoup aidé pour ça aussi, parce que lui, il avait la mémoire de beaucoup de choses qui auraient pu échapper. Donc, je ne vais pas dire que c'est exhaustif, mais on a essayé d'être le plus exhaustif possible. Et c'était quelque chose qui, à l'époque, n'existait pas. Et ça, on trouvait ça nulle part. Voilà comment ça s'est passé. Il faut dire qu'Alain, puisque tu parlais d'Alain Venisse, Alain collabore également aux rééditions de Midi Minuit Fantastique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, il a des collections, c'est un véritable trésor, hein. Tu les connais. Oui. Et donc, Nicolas, quand il a fait Midi Minuit, ben, tout naturellement, s'est tourné vers lui quand il a eu besoin de documents originaux pour les publier dans leur qualité d'origine. Voilà. Moi j'avais une question, Gérard, toi qui as connu l'âge d'or du cinéma fantastique, qu'est-ce qui à l'heure actuelle te fait vibrer? Est-ce qu'il y a un réalisateur pour toi qui sort du lot, qui fait vivre encore le cinéma fantastique? Oh, il y en a plusieurs, je crois que les plus grands, un des plus grands c'est Cronenberg. L'autre jour, quelqu'un me posait la question en me disant tiens, mais il n'existe pas de remake qui soit mieux que l'original au cinéma. Alors du coup, j'ai cherché, et entre autres, sans dire mieux, mais parfois on peut dire aussi bien, quoique différent, j'ai pensé par exemple au King Kong de Peter Jackson. Et voilà, Peter Jackson est quelqu'un qui m'enthousiasme vraiment. Et alors d'autres dans les insolites. Moi, je suis un fan inconditionnel de John Waters. Et ça, c'est... Bon, bien sûr, de Lynch, évidemment. Voilà. Et puis alors, aujourd'hui, ce cinéma espagnol assez fertile qu'on a avec les Amenábar, et puis le Mexicain favori, Guillermo del Toro, bien sûr. Très bien. Merci Gérard. Alexis, oui. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Voilà. Rapidement. Il vient de le faire. Donc, En fait, il ose pas prononcer son nom, c'est pour ça qu'il a... oui, alors Alexis Wawerka. Voilà, merci. S'écrit Wawerka. À tes souhaits. Rime avec va faire caca. Voilà, tu les as. D'accord, oui, ok, regardez. Et maintenant. Alors, tu es co-réalisateur de Nécrologie, ça? Oui. C'est Nécrologie, donc on a l'affiche juste là. C'est un film à sketch fantastique, on peut l'appeler comme ça. Oui. Mais encore. Nous avons réalisé 5 réalisateurs. Il y a Guillaume Defard, il y a Nathalie Époque, Fabien Chombard, François Message et moi-même. On a réalisé ça pour une somme très très minime, sur une période de 1 an et demi. Et c'est un film qui est né en fait de notre passion en fait du cinéma fantastique et de l'envie de mon ami Fabien Chombard de faire un film à sketch. C'était une idée qui traînait depuis 15 ou 20 ans, qu'on voulait faire depuis très longtemps. Ça a beaucoup traîné et finalement on a fini par le faire en se disant
vu le taux de cancer qui est en ce moment, vaut mieux qu'on le fasse maintenant parce qu'on va finir par y passer. Et du coup, on s'est lancé avec le peu de moyens qu'on avait, mais on l'a fait. Et avec une belle distribution quand même. Oui. On peut le dire. Oui, on a contacté Jean-Claude Dreyfus qui a accepté de jouer dans le film le personnage principal, enfin du segment central, en fait, le gardien de la crypte de service du film. Et mon ami Linnea Quigley qui est passée faire un petit coucou sur le film parce qu'elle tournait sur mon autre film que je tournais en parallèle. Qui s'appelle Prends ta Bible et tire-toi. Voilà. Et celui-là, on en parlera après puisqu'il sortira tard, un peu plus tard. Voilà. Alors celui-là, ce film-là, concrètement, comment est-ce qu'on peut le voir? Avec des yeux. D'accord. Je crois qu'il tourne un peu dans les festivals, non? Oui, il est actuellement, il vient de passer il y a 2 jours dans un festival en Allemagne qui s'appelle le First Hardline Indie Night à Ratisbonne en Allemagne. Je sais pas, Ratisbonne, c'est un peu anglais comme nom, mais bon. Voilà, et le Horror on Sea Festival, il est passé au Bloody Weekend l'année dernière. D'accord. Et est-ce qu'un jour il sera sur support physique? Nous cherchons un distributeur. Voilà. Et qui veulent bien de notre film. Parce que le film dure 1h15. À peu près, oui. À peu près, ouais. 1h15. Et voilà, on cherche actuellement quelqu'un pour nous le distribuer sur la France. D'accord. Là, tu as super bien vendu ton film. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Quel est le sujet de ton segment? Non, du tout en fait. C'est un film qui raconte l'histoire d'un jeune homme interprété par un homme beaucoup plus vieux que ce qu'il est censé être dedans, c'est-à-dire moi, voilà, qui pénètre à l'intérieur d'un cimetière pour faire des photos pour son blog. Et il se fait attraper par le gardien du cimetière qui veut absolument appeler la police parce qu'il a pénétré dans le cimetière illégalement. Et pendant que la police prend le temps de décrocher, en fait, ce gardien, le jeune homme essaie de gagner du temps afin de lui faire oublier d'appeler les flics. Et en fait, il se raconte des histoires. Et le gardien a plein d'histoires à raconter sur chaque mort étant enterré dans le cimetière. Donc il choisit soigneusement une histoire selon quelque chose. Et en fait, c'était prétexte à mettre en scène 5 histoires très très différentes les unes des autres. Et de les mettre en lumière, quoi. Et le gardien, c'est Dreyfus. Et le gardien, c'est Dreyfus. qui joue très très bien. C'est Dreyfus. Oui. Lui. Pas moi. Parce que moi, il faut savoir, je joue faux au début. Non, pas du tout. Mais si, c'est vrai. Non, non. Sinon, tu voulais nous parler d'un autre film? Oui, on m'avait demandé de quel film j'aurais voulu parler. J'ai pensé à un film qui s'appelle Summer of 84, qui est un film, je prends mes notes, que je n'avais pas prévu à la salle. Voilà, qui est du collectif québécois RKSS, qui est composé de Anouk Wissel, Johan Wissel et François Simard, qui ont réalisé Bagman et qui ont réalisé Turbo Kid il y a 3 ans, et qui ont fait un film qui est cette fois-ci pas du tout un post-apo très référentiel aux années 80, ça reste référentiel aux années 80, mais c'est un film qui serait plus à classer dans une veine comme Stand By Me de Rob Reiner, et qui reste un très très gros hommage aux 80s, avec des vélos, les bicross, les gamins un peu mis à part, etc. Et en fait, c'est un film qui raconte l'histoire d'un gamin qui voit arriver un nouveau voisin, un peu comme Charlie Brewer de Brewster dans Vampire, vous avez dit Vampire, qui voit arriver un nouveau voisin juste au moment où il commence à y avoir des disparitions de jeunes gens, de jeunes hommes. Et en fait, il commence à être persuadé que son nouveau voisin est un serial killer qui kidnappe, fait d'autres choses très malsaines aux jeunes hommes, et il finit par enquêter avec ses potes. Et sauf que ça va les mener petit à petit dans une spirale infernale absolument abominable, et c'est un film qui finalement, sous ses
sous son style très référentiel, s'éloigne vraiment du carcan qui a été initié dernièrement par Stranger Things, etc. Et finalement n'est pas du tout... qui n'est pas du tout un film où on sort finalement très joyful, quoi, très joyeux. C'est très très sombre, c'est très triste. C'est un film sur la jeunesse, l'adolescence, les regrets et surtout en fait la perte de l'innocence. Et c'est un film qui est très très intéressant à voir. Et je ne sais pas du tout s'il va finir par être édité en France, mais en tout cas c'est un film qui était à Sundance l'année dernière. DVD, Blu-ray En Blu-ray aux États-Unis, oui, mais en France, il n'y a rien de prévu. Et non, je pense que c'est un film que je vous conseille vraiment de voir, qui est très poignant, qui à la fin laisse pas intact et qui est vraiment vraiment réussi. Très bien. Jean-Claude, tu vas nous parler de tes aventures cannoises récentes. Déjà, je voudrais rebondir sur Gérard Laine, parce que c'est un homme que je connais depuis très longtemps, depuis à peu près 1971-72. Siècle dernier, quoi. Siècle dernier, oui. C'est un homme que j'aime beaucoup, et nous sommes restés en terrain d'affection, nous sommes devenus de réels amis dans la vie. Je l'ai connu en tant qu'attaché de presse, il était critique, et je pense que Gérard a été très très tôt un critique extrêmement perspicace, qui n'a pas toujours eu les moyens de s'exprimer comme il l'aurait voulu. Il a travaillé pour Télérama, il a travaillé pour Télé 7 jours, et il faisait des petites choses extrêmement brillantes et pertinentes, alors que ça aurait demandé quelquefois à s'étendre un petit peu plus. Voilà. C'est arrivé dans les revues mensuelles comme Écran, ou la revue du cinéma par la suite, où là il y avait plus de place pour s'exprimer. C'est exact. J'ai quand même pu le faire. Et je vais rappeler une anecdote que Gérard lui-même a rappelée, c'est que la toute première fois, on s'est rencontrés sur un film qui s'intitule Les Charognards, avec entre autres Oliver Reed, et Gérard est arrivé en retard à la projection. Le film était commencé depuis 10 minutes, un quart d'heure, et je lui ai interdit la projection parce qu'il avait manqué le début. Voilà. Et donc c'était trop tôt, les projections de matin, qu'est-ce que tu veux. Moi je suis nocturne, donc je ne me lève pas à 7h du matin, ni à 8, ni à 9, et je suis arrivé un quart d'heure en retard, parce qu'en plus j'habitais loin. J'ai parlé des critiques très gâtées tout à l'heure, c'était l'époque où il voyait 3-4 films par jour, et on ne peut pas comme ça à la commande s'étonner sur 3-4 films, c'est pas possible. Et donc Gérard est arrivé en retard, mais il a très bien compris je crois, donc ça n'a pas oblitéré notre amitié future. Et donc, il est revenu, je ne sais pas s'il a revu le film en fait, mais c'était la moindre des choses de respecter ce qu'avait voulu faire le metteur en scène, donc de voir le film dans son intégralité. Mais là, effectivement, tu avais raison, parce que quand j'ai vu le film un peu après, j'ai vu que le premier quart d'heure était important. C'est pas le cas de tous les films. Dont acte. Et donc, Gérard a été très très perspicace. Je me suis occupé du premier film jamais sorti en France de Woody Allen, Bananas. Et Gérard, avec entre autres Raymond Ferrari et Pierre Billard, a été un des rares critiques à dire tout le bien qu'il fallait penser de ce film qui était prometteur. Bon, je me souviens d'une projection où un critique assez renommé s'est levé à la fin du film, ça devait être à la fin de Take the Money and Run, et a dit devant tout le monde « Oui, c'est pas mal, mais quand même, ça ne vaudra jamais Jerry Lewis. » C'est sûrement un critique de positif, probablement. Je ne dirai rien. C'est très bien, Jerry Lewis, pourquoi tu dis ça? L'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Il y avait une critique à l'époque. Je veux dire qu'à l'époque, c'était une façon de snobisme. De sous-estimer. Il sous-estimait beaucoup, Woody Allen. Jerry Lewis était un des chéris de positif, entre autres, par rapport à Robert Benayoun. Et je me souviens, la critique en positif, n'est pas Jerry Lewis qui veut. Ah oui. Voilà. Mise en scène prétentieuse. Voilà. Donc, mais Gérard a été très perspicace, très souvent, en n'ayant pas eu toujours, je pense, je le redis, les moyens de s'exprimer totalement et complètement. Voilà. Il est un peu faillot quand même, non? Pas du tout, c'est un très bel ami dans la vie. Et en plus, on parle des livres, Gérard écrit remarquablement bien. Je continue non pas dans le faillotage, mais dans le compliment. Gérard écrit très très bien. C'est vrai, ah oui. Il faut bien avoir au moins une qualité. Bon, je vais te donner mon numéro de compte en Suisse et puis on va sortir. Alors, cette aventure cannoise? Cette aventure cannoise, c'était les 31e rencontres de Cannes. Voilà le programme. Les invités d'honneur cette année étaient Georges Chakiris et Jean Sorel.
Et l'idée, c'est le festival est tenu par 2 personnes qui sont Gérard Camille et Aurélie Ferry, qui sont des personnes admirables. On a été formidablement bien reçus. Et moi, j'étais là pour parler de mon livre, bien sûr, pour parler de 2 films dont j'ai été le metteur en scène, c'est-à-dire Théroux et Ronde de nuit, et pour parler de 2 films de mon choix, qui ont été L'homme de la plaine d'Anthony Mann et Les professionnels de Richard Brooks. Voilà. Il y a un public énorme, les projections se passent très très bien, et ce qui est bien, c'est qu'on a eu des échanges, des dialogues avec des étudiants du lycée Carnot, du lycée international de Cannes. Et ça, c'est très très fort, parce qu'on se rend compte que les jeunes aiment le cinéma, ont envie de connaître des choses, et donc on partage, voilà. Et donc les conférences se font autour de qu'est-ce que la mise en scène par rapport au scénario, les rapports entre scénario et mise en scène, les rapports à l'image, etc. Et c'est passionnant. Et les jeunes posent des questions passionnantes. Et ils s'intéressent. Et on croit très souvent que les jeunes connaissent le cinéma à partir de Luc Besson, par exemple. C'est pas tout à fait vrai. Ils cherchent à savoir des choses. Voilà. Ça, c'est extrêmement, rémunérateur. Voilà, ce genre de choses. Par ailleurs, pour acheter Tir groupé et Ronde de nuit, ça a été un vrai bonheur parce que les films ont été très très bien accueillis. Donc on se rend compte qu'avec le passage du temps, les films tiennent. Et m'en veut pas Bruno Tadressa, mais les voir sur grand écran plutôt que sur DVD, c'est vrai que ça change les choses. On parlait d'Alain Vénis tout à l'heure, j'ai une grande joie, c'est qu'Alain Vénis habite le Canet. Et il était mon photographe de plateau sur mes films cinéma. Et il est venu à la projection et c'était le moment de retrouvailles tout à fait agréable et gratifiante. Voilà. Ça, c'est une chose. Je me suis rendu compte également que les jeunes, encore une fois, les jeunes du lycée Carnot ou autres, de voir un western sur grand écran avec l'ouverture le cinémascope, le 1-2-35 sur grand écran, ils en prennent plein la vue et c'est vraiment passionnant de les voir réagir comme ça. Ils ont envie d'en savoir, ils vous posent des questions. Alors, on a parlé de ça, on a parlé du numérique par rapport à l'argentique. J'ai parlé du peu de connaissances qu'on a réellement sur le numérique actuellement, sur le fait que les films shootés en numérique sont plus ou moins condamnés dans le temps, que les metteurs en scène repassent à l'argentique, que les laboratoires refont de la pellicule, parce que c'est le seul support véritablement qui passe le cap du temps, ça aussi, voilà. Donc ils ont posé beaucoup de questions par rapport à ça. Et moi j'ai essayé de leur parler de ce que c'était, parce qu'avec le numérique maintenant, on ne fait plus d'image. C'est-à-dire on shoot n'importe comment et tout se rétablit en labo. Oui. Alors que l'image, ça se compose, vous avez un cadre, vous avez une vision du monde, le metteur en scène que vous passez ipso facto sur l'écran. Et leur parler de tout ça, c'était passionnant. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. C'est Georges Chakiris. Alors, Georges Chakiris a été très heureux. C'est un monsieur qui a maintenant, je crois, à peu près 85 ans, qui est en pleine forme physique, qui est sec comme qui continue à... C'est le héros de West Side Story. C'est le héros de West Side Story. Oui. Et alors là, on va y aller tout doucement sur le sujet, parce que... on va y aller tout doucement sur le sujet, parce que notre ami Gérard Laine, qui est un grand fan de cinéma fantastique, n'aime pas du tout, ne connaît pas la comédie musicale. Donc, c'est pas bien ça. Voilà, non, c'est pas bien, mais j'essaie de l'amener à ça, rien à faire. Je conteste, je n'aime pas du tout. Ah. Alors, il y a des comédies musicales intéressantes, et d'abord, j'aime beaucoup les films de Jacques Demy, comme Les Parapluies de Cherbourg, ou bien Les Demoiselles de Rochefort, où Georges Chakiris se trouve d'ailleurs, ou Podane, et puis J'entends sous la pluie, malgré la légende que tu as créée, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Je suis heureux de l'entendre. Après ça, c'est tard, mais c'est bien. Sinon, il est vrai. Chakiris a été fêté comme il n'est pas permis, standing ovation, comme on dit. Et il a dit une chose extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'il a fait la différence sur scène, devant le public, entre les chorégraphies de Robert Wise, Jerome Robbins par exemple, et Jacques Demy, puisqu'il a tourné dans les deux. Il a raconté de façon très passionnante comme quoi, quand il dansait dans West Side Story, la danse continuait la scène. Il n'y avait aucune cassure, la danse continuait à raconter le film. Alors que Jacques Demy disait, on tournait un ballet, on racontait l'histoire, on tournait un autre ballet, c'était coupé. Quoi. Et ça, c'est une différence fondamentale. C'est pour ça que Jerome Robbins et Robert Wise, c'est beaucoup mieux que Jacques Demy, pour les fans de comédie musicale. Voilà. D'accord. J'ai également rencontré Jean Sorel, donc qui était le deuxième invité,
Jean Sorel est un acteur qui a été une énorme vedette en Italie. Oui, il a fait pas mal de Énorme Giallo. de Giallo, il a fait tout, il a tourné avec Visconti, il a une énorme carrière italienne, très peu connu en France, en fait, malgré le Belle de jour de Lise Buñuel, où il fait le mari de Catherine Deneuve. Et c'est marrant parce qu'il y a deux personnes comme ça, il y a Pierre Brice, inconnu en France, qui a été une immense vedette en Allemagne, entre autres avec Lévin et tout, et il y a Jean Sorel. Et donc vous avez une personne passionnante, séduisante. Il a lui aussi 84-85 ans, il fait pas son âge, il est magnifique, magnifique. Et puis, alors, je vois qu'il y a un livre sur Sergio Corbucci. Il faut rappeler que Jean Sorel joue dans L'Homme qui rit, vague adaptation de Victor Hugo de Sergio Corbucci. Voilà. Il a tourné des Giallo, et il est permis d'envier cet homme parce qu'il a tenu dans ses bras quand même, ce que je disais tout à l'heure à Jean-Paul, il a tenu Marie Zamel dans ses bras, Silva Cochina, Karel Becker trois fois. Voilà. C'est un homme qui a été très heureux en amour à l'écran. À l'écran uniquement. Je ne sais pas, dans la vie, ça c'est un autre problème, et ça n'est pas mon problème. Ni le tien, d'ailleurs. Oh, mais ça m'intéresse. Bernardo Bertolucci est mort très récemment, oui. Et les éditions Wildside viennent de sortir un magnifique coffret sur Novecento, que je vous recommande chaleureusement. Film que tu avais défendu à l'époque. Que j'avais défendu à Cannes, oui. Et dedans, vous avez dans les bonus, il y a une interview magnifique de Bernardo. Sa dernière interview, probablement, elle a été faite il y a 3 mois, très changé physiquement, hélas. On voit un homme qui est quand même plus près de la fin que du début, voilà. Mais c'est à revoir le film aujourd'hui, c'est vraiment un très très beau cadeau qu'on peut se refaire, voilà. C'est marrant parce que Bernardo, que j'ai bien connu à l'époque, puisque j'ai fait Dernier Tango avec lui, et puis après Novecento, bien sûr, se considérait plus comme un cinéaste français que comme un cinéaste italien. C'est-à-dire, il était très proche de la France, qu'il connaissait, il parlait très très bien français. Il a été un admirateur inconditionnel des films de Godard et de Truffaut. Et il disait souvent, il n'était pas très accro à la comédie italienne. Les acteurs italiens de comédie italienne ne l'intéressaient pas tellement. Et il a fait des films parisiens. Je veux dire, Le Conformiste a été tourné à Paris. Dernier Tango, évidemment, à Paris. Voilà. Conformiste, qui est un de ses meilleurs films. Qui est un de ses très beaux films, oui. sur lequel alors, pour parler brièvement de Dernier Tango, puisque j'étais sur le tournage et la sortie, Dernier Tango a été refusé par Jean-Louis Trintignant, qui était l'acteur du Conformiste, qui a eu peur de la nudité à l'écran et qui n'a pas voulu faire le film. Il a été proposé à Belmondo, puisque Belmondo, Godard, etc. Et Belmondo n'a jamais répondu à Bernardo, jamais. Il a été proposé à Delon, qui a accepté, qui était intéressé, qui a accepté s'il pouvait coproduire le film. Bon, c'était exclu par rapport à Grimaldi, Alberto Grimaldi, et finalement ça a atterri chez Brando, qui a demandé à voir le Conformiste, et sur la vision de Conformiste, Brando donnait son accord. Alors, comme souvent chez Bernardo, les films se faisaient, il faisait les films en les faisant, c'est-à-dire qu'il trouvait le film, il le trouvait en le faisant. Il n'y avait pas de choses pleinement ancrées comme ça, et donc là, Brando, la participation de Brando était totale, parce qu'il y a des choses de la jeunesse de Brando qui passent dans le film. Brando a quelque part coécrit le film, voilà. Et c'est la même chose pour 1900, mais Novecento, qui est une entreprise énorme. Novecento a eu un tournage, je crois, de 14 mois, vous vous rendez compte? C'est alors, avec les 4 saisons bien ancrées, c'est-à-dire que la jeunesse et l'adolescence au printemps, l'âge adulte et l'arrivée du fascisme en automne, en hiver, et la renaissance de la liberté au printemps. Voilà, ça s'est passé comme ça. Très bien. Très bien. Ah, très bien. C'est vrai, quand il dit ça, on a fait des interviews encore une fois à Cannes, et les étudiants posaient des questions, quand on répondait, ils me disaient très bien. Voilà. Très bien. On va passer à Christian. Christian, oui, tu vas nous parler merci. de quoi? Alors, moi, je vais vous parler. Alors, c'est marrant parce que là, Jean-Claude vient de parler de plein de trucs et je vais rebondir dessus. Je vais vous parler des nouvelles façons de voir des films. Alors, donc, je vais pas parler d'un film en particulier, mais en gros, l'évolution du cinéma à travers et les lieux et la technologie. Ça va être très long. Non, parce que je vais faire moins d'une heure, c'est promis. Ça va chercher. Mais comme d'habitude, on va couper, non, il n'y a pas de souci. Voilà,
rapidement le cinéma muet, mais tout de suite une volonté d'accompagner avec un piano. Redonne-moi ma note. Merci. Derrière ça, bon, tout le monde le sait, le parlant, puis la couleur, ça ronronnait un petit peu, et la télévision est arrivée, concurrence, et là il a fallu faire quelque chose. Donc tout de suite, le cinéma très réactif, cinérama, 3D, cinémascope, on en a parlé, il s'agissait d'être mieux que chez soi, mieux que rester tranquillement devant sa télévision. Ça a continué l'évolution. Un truc fascinant des années 50, 60, 70, c'est les drive-in. Je ne sais pas si vous avez déjà été au cinéma dans un drive-in. Non. C'est exceptionnel. En France, On vient en voiture, moi j'ai un souvenir de Terminator 2 sous la pluie. J'ai eu l'impression qu'il pleuvait dans le film. Mais bon, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Bon, il y a beaucoup de dames qui ont découvert l'amour dans les drive-in. Mais bref, voilà, donc ça c'était une façon différente d'aller au cinéma, qui n'était pas technologique, qui était vraiment le lieu. Jean-Claude. Tu te rends compte dans un drive-in, comme les couples s'embrassent à gauche, à droite, dans toutes les voitures, si tu regardes le film, tu te rends compte que tu es le seul à regarder le film, en fait. C'est assez incroyable. Après, la technologie est arrivée, il a fallu faire mieux, encore une fois, que cette concurrence de la télévision. On a eu le ShowScan, on en parlait avec Daniel, le ShowScan, c'était tout à coup passé de 24 images à 60 images par seconde pour avoir l'impression de vérité. Donc Daniel, tu as une petite anecdote sur le ShowScan, tu voulais parler dans quelques secondes de New Magic. Oui, en fait, donc New Magic, le ShowScan a été inventé par Douglas Trumbull, qui est le créateur des effets spéciaux de 2001, l'Odyssée de l'espace, entre autres, réalisateur de Silent Running. Et qui a fait un très beau film dans Star Wars. Ouais. Et donc Brainstorm, au passage. Voilà, et Brainstorm. Et il a réalisé en ShowScan pour une démo, enfin pour un programme ShowScan, un court-métrage d'une dizaine de minutes qui s'appelle New Magic, et qui est avec Gerrit Graham, qui est le héros de ce court-métrage. Gerrit Graham, c'est celui qui joue Biff dans Phantom of the Paradise, ou qui joue également le héros de Génération Proteus. Et il y a également, et surtout, il y a Christopher Lee, voilà, qui tient un rôle assez... J'avais oublié celle-là. Ouais. Et donc, le ShowScan, au départ, on faisait des films spéciaux ShowScan. Il y a eu un film, donc Brainstorm, très très beau film, le dernier de Natalie Wood, qui était tourné en normal, et certaines scènes, quand il mettait le casque, une sorte de réalité virtuelle avant l'heure, étaient en ShowScan, donc l'image s'agrandissait, on passait de 24 à 60 images secondes, on avait la tête qui tournait, c'était assez spectaculaire, et moi je ne l'ai pas vu en ShowScan, parce qu'en France il n'a pas été projeté. Il y a eu d'autres films en ShowScan, à l'Ermitage, qui sont passés notamment, c'était assez bluffant. Le début du film commence... la pellicule casse, il y a une porte qui s'ouvre, le mec qui s'excuse, désolé, la pellicule a cassé, et non, c'est le film qui continuait. On était persuadé que voilà, il y avait un problème technique. Donc voilà, ShowScan, IMAX, dans les années, ça commence en 73 IMAX, mais 80-90, donc un immense écran, mais là encore une fois, on produisait des films spéciaux pour l'IMAX, et puis dans les années fin 90, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est le numérique. C'est-à-dire que là, tout était possible, donc au basculement de la technologie, beaucoup de portes se sont ouvertes. D'ailleurs, la limitation du ShowScan, c'est que c'était en pellicule, et quand la pellicule était rayée, on n'y croyait plus au film qui cassait. Donc c'était un petit peu la limite. Ça a permis le retour de la 3 dimensions avec notre ami Avatar, James Cameron. L'IMAX 3D. Donc tout ça, voilà, là on est dans la technologie, il fallait faire mieux que chez soi. Mieux, on ne peut pas avoir d'IMAX à la maison, ça me paraît difficile, il faut habiter une très très grande maison. Peter Jackson a fait un film en HFR, High Speed Rate, High Frequency Rate, où là on était en 48 images secondes, c'était le Hobbit. Il l'a tourné en 48 images secondes, donc on avait une impression encore une fois, de réalité, notamment dans les travelling où ça saccadait pas. Donc voilà, une technologie toujours qui progresse. Tu avais bien aimé, parce que j'ai pas trouvé ça. Moi je les ai pas vus en 48 images secondes, j'ai pas pu. Mais oui, il y a des sentiments un petit peu partagés. Il y a eu le film d'Ang Lee aussi, en 48 images secondes. Que j'ai vu comme ça. Ouais. Et alors, pour arriver au présent, qu'est-ce que le cinéma aujourd'hui nous offre? Il y a la 4DX. Alors la 4DX, c'est quoi? Vous voyez un film normal, que tout le monde, n'importe qui peut faire. En ce moment, il y a, j'ai vu Predator en 4DX, les Animaux Fantastiques, les Animaux Fantastiques 2, etc. Et là, qu'est-ce que c'est que la 4DX? Vous êtes dans un siège, alors vous êtes secoué,
vous vous prenez de l'eau dans le visage, il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir de la neige. Du vent. Oui, il y a du vent, on sent les impacts de balles nous siffler derrière les oreilles. Il y a de la fumée aussi, des fumigènes, etc. Comme au Futuroscope. Alors, Des odeurs. alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant le film il dure 2 heures Ah ouais. et que c'est pas un ride Ouais. comme dans ces parcs d'attractions. C'est vraiment le film qu'on va adapter pour la 4DX. Alors, c'est un truc à faire, mais c'est une autre façon d'aller au cinéma. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des gamins qui y vont. Donc parce que pourquoi est-ce que le film on va pas attendre 4 mois qu'il soit en Blu-ray J'y étais aussi. Et T'as attrapé un rhume. ça doit être. très William Castle. Hein. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 beaux coffrets de Castle qui sont sortis en Blu-ray d'ailleurs, le gimmick. Mais là, en fait, oui, c'est ça fait du William Castle, mais technologiquement, c'est incroyable. Ah, le siège qui se secoue, enfin bon, c'est un ride. Hein. Au début, on se dit, mais est-ce qu'on va tenir 2 heures avec ce truc-là? Mais finalement, ça passe assez bien. Et est-ce que les films sont écrits à l'origine pour cette Alors, personne certains films sont adaptés, je pense pas qu'ils soient écrits vraiment pour la 4DX. Certains s'y prêtent. Je pense au Valérien de Luc Besson, ce genre de choses. Alors, c'est sûr que bon, un Eric Romer en 4DX, ça pourrait être un peu différent. C'est vraiment, là on est dans le gros blockbuster hollywoodien, mais je suis pas persuadé que ce soit vraiment écrit. Ça a été démarré il y a quelques années en Corée, où ils ont vraiment inventé ça. Ils ont converti les films pour les effets. Mais je pense pas qu'aujourd'hui les artistes s'y intéressent vraiment beaucoup, enfin les metteurs en Ouais, scène. c'est ça qui est un peu. Ouais. C'est le gimmick extérieur quelque part. Ouais, Parce tout à que fait. là, on parlait de William Castle, et effectivement, ces films étaient à l'origine écrits pour intégrer le gimmick. Voilà, il avait le siège qui se secouait, il avait le fantôme qui passait, ou le squelette au-dessus de la tête. Alors ça, c'est la technologie, mais il y a une autre façon d'aller voir des films, où là, c'est le lieu. Bon, il y a le cinéma en plein air depuis quelques années, où les gens vont à la Villette, sur leur transat, regarder pendant l'été un gros film. Encore une fois, le public est assez jeune, c'est assez intéressant. Il y a 2 autres trucs qui sont assez notables. Moi, j'ai fait une projection de l'écran pop l'autre jour, Grand Rex. Ils vont passer des comédies musicales où tout le monde connaît les paroles par cœur. Donc il y a quelques films, il y a les Jacques Demy justement, notamment, il y a les Demoiselles de Rochefort, il y a Grise, il y a Mamma Mia, et là le film est en karaoké, c'est-à-dire que les paroles s'écrivent à l'écran, et les gens dansent et chantent dans la salle. C'est assez spectaculaire, donc il y a assez peu de films qui s'y prêtent, mais c'est encore une autre façon d'aller au cinéma. Et c'est vrai, aller en 2018 voir Grise et la salle blindée, ça m'a fait plaisir, parce que j'y étais aussi en 78. C'était au Grand Rex. C'est au Grand Rex, ouais. C'est à l'époque où t'avais une banane et tout. J'ai vu King Creole à l'époque de sa sortie à Londres, au Marble Arch Odeon, et les gens, au moment des chansons, sortaient des rangs, dansaient et chantaient en live. Ah ouais. Ouais, ben voilà, donc on retrouve un petit peu ce côté populaire du cinéma. Et il y a aussi les ciné-concerts. Alors les ciné-concerts, bon, il y a des films dont les musiques s'y prêtent bien. Bon, il y a les Star Wars, les Indiana Jones, les Seigneurs des Anneaux, il y a même eu le Parrain, Harry Potter. Et donc là, il y a un orchestre symphonique qui joue dans la salle. Et moi, ce qui m'a séduit là-dedans, c'est que ça nous ramène au début du cinéma avec le pianiste qui accompagnait l'image. Donc il y a vraiment cette volonté d'accompagner l'image, de faire d'une sorte de cinéma amélioré, de cinéma 2.0, qui est assez intéressant. Je rappelle que si les Américains disent que c'est eux qui ont inventé le cinéma avec Edison, c'est Lumière qui l'a mis dans une salle avec des spectateurs. Et le vrai cinéma a vraiment été inventé par les Lumières, et il y avait un piano dès le début. Donc voilà, là, il y a Panorama, je pense que vous avez fait 120 ans de cinéma en quelques minutes, avec cette technologie et ces lieux, avec cette volonté de communier, parce que qu'est-ce qui fait qu'on veut pas rester chez nous devant nos cinémas qui sont maintenant extraordinaires. On a du Dolby Vision, de l'Atmos à la maison, des écrans incroyables, parfois mieux qu'au cinéma. Il y a tous ces nouveaux procédés qui peuvent tenir du gimmick, mais qui tiennent aussi de la communion entre les gens. Et je suis assez curieux de voir ce qui va se passer dans 5, 10, 15 ans. Parce que ça va continuer, parce que la technologie continue et la concurrence est rude. Donc il faut continuer à aller au cinéma. Voilà. Mais est-ce que tous ces gimmicks vont pas couper finalement le sujet du film, le plaisir de voir le film, de se mettre dedans, quoi, parce que se prendre une rafale de flotte pendant qu'on regarde un film, enfin je sais pas quoi, c'est... Alors c'est marrant que tu dis ça, parce que j'ai vu il y a pas longtemps un article où dans les parcs d'attractions asiatiques aquatiques, on passe des films, là on se prend des torrents d'eau dans la figure. Alors, mais encore une fois, c'est un gimmick, mais c'est intéressant de voir le public qui va venir, parce que faire venir les jeunes au cinéma, c'est quand même un challenge. Hein, je veux dire, il faut les attirer avec des films, avec des gimmicks. Avec les GC un samedi après-midi, tu vas comprendre le supplice
Il y a beaucoup trop de jeunes dans les salles. Là, il y a le problème du téléphone portable et du popcorn, mais... Oui, ça devrait même être interdit. Et la mise en scène dans tout ça. Voilà. Oui, non, mais c'est ça, c'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui me plaît dans tous ces... Je pense à l'écran pop et au ciné-concert, c'est que c'est des classiques qu'on peut revoir en salle. Oui. Tu parlais de voir tes films en salle, et il n'y a pas de différence. Enfin, il y a une différence énorme par rapport à les voir en DVD. Je veux dire, c'est le jour et la nuit. Et là, revoir Grise, les gens étaient très très respectueux, finalement, du film. C'est ça. Grise, c'est sympa. On vous donne un petit sachet avec des accessoires qu'il faut sortir pendant le film. Ça tient du Rocky Horror Picture Show. Très très bon enfant. Mais c'est aussi l'occasion, moi je veux dire, j'ai kiffé de revoir Grise au cinéma au Grand Rex, quoi. Ça a été incroyable, quoi. Me, I'm sound ready. Tu viens à la prochaine, déguisé en John Travolta. Sinon, autre film, un petit sachet avec de la Alors, moi, Gris, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, pour l'anecdote, si ça peut vous intéresser. Non, pas du tout. Ah, c'était toi. Tu avais mis ta chemise grise au moins. Bruno je parlais de quoi? T'as rien à dire? Bon, allez, on passe à Renaud, alors. Bon, moi, j'ai envie de vous parler d'un film qu'on a déjà cité dans cette émission qui s'appelle Les Charognards. Je remercie Bruno de me l'avoir fait. Il m'a carrément mis. Fais-nous le titre. C'est The Hunting Party. Je pense que là, normalement, j'étais pas trop mauvais. Bruno me l'a mis directement dans les mains. Et il a bien fait parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film, je peux quand même dire qu'il est atypique, même s'il peut faire penser à La Horde sauvage de Sam Peckinpah. On y retrouve Oliver Reed, Candice Bergen et Jen Ackman. On retrouve ces geysers de sang, ces flamboyances violentes, comme il peut y avoir donc dans les films de Sam Peckinpah. Alors c'est un film atypique de par la personnalité de son réalisateur qui finalement a réalisé très peu de longs métrages, je crois qu'il en a fait que 2. Très bon metteur en scène de star de la télévision. Voilà, donc j'allais venir. Donc il a fait un autre film qui s'appelle L'Organisation avec Sidney Poitier, qu'il a fait en fait la même année que Les Charognards. Ce qui est quand même fou parce qu'il a fait quasiment que ça. Il a fait de la série télé et il y a du lourd. C'est-à-dire il a fait L'homme qui tombe à pic. Madame Colombo. Madame Colombo. Il a fait Dynasty, mais Dynasty 2. Pas l'original, ce que je trouve excellent. Et on peut se poser la question, mais pourquoi n'a-t-il pas fait d'autres films? Parce que c'est un film exceptionnel. Il a pas marché le film à l'époque? Moyennement. Tu m'as dit c'était en plus sorti en plein mois d'août, non? Non, mais ça c'est en France. Mais ce qui compte, c'est la sortie américaine a été très moyenne. Même la réception critique était moyenne. Ben, en France, j'étais l'attaché de presse du film. Il a vraiment fallu se battre, prendre la presse au corps. La presse était très paresseuse par rapport à ce genre de film. Très paresseuse. C'est un film sauf Gérard Laine. C'est un film méconnu alors qu'on peut retrouver dans la... C'est un film méconnu qu'on peut retrouver dans la collection Western de légende de chez Sidonis. Alain Carador. Allez-y, franchement, c'est que du bonheur, avec une fin nihiliste. Complètement. Vraiment, vraiment un western atypique pour le coup. Oui. Voilà. Un ovni. Monsieur Daniel. Daniel? Oui, pardon. Alors moi, je voulais vous parler de deux choses. D'une part, ce beau coffret sur La Dame de Shanghai, donc qui est une ressortie en version restaurée du film d'Orson Welles avec Rita Hayworth et lui-même, donc Orson Welles. Très très belle édition, magnifique coffret, bouquin, avec plein d'anecdotes et beaucoup de photos très rares à l'intérieur. Et dans les bonus, une interview de Henri Jaglom, pardon, et qui a dirigé Orson Welles sur Un coin tranquille et qui est devenu ami avec Welles, donc qui raconte pas mal de choses sur leur relation et sur la personnalité de Welles, et un documentaire réalisé par Laurent Bouzreau, merci. J'avais un trou. Avec Peter Bogdanovich qui parle également de Welles. Donc vraiment un bel objet.
Et je voulais vous parler également d'une nouvelle collection sur le cinéma. Excuse-moi, je t'interromps 2 secondes. Bien sûr. Sur la Dame de Shanghai, il faut rappeler quelque chose, c'est que le bateau que l'on voit dans le film est le Zaka. C'était le bateau d'Errol Flynn. Oui. Flynn était ami avec Wells, et dedans, dans le film, brièvement, on aperçoit Flynn. Dans le film, brièvement. Ah, je sais pas. Et il y a une autre personne dont on a parlé, qui est présente à travers le film, c'est William Castle, qui était assistant sur le film. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Ah ben, c'est bien, c'est intéressant. Et donc, alors, avant d'avoir été grossièrement interrompu par notre ami Jean-Claude Mission, donc je voulais vous parler de cette collection Coin de mire. chez un éditeur qui s'appelle Coin de Mire. Donc c'est une collection particulière, assez atypique, dans la mesure où les personnes qui sont à la tête de cette collection, qui s'appelle Laure et Thierry Blondeau, habitent à l'île Maurice. Ils sont pour Thierry Blondeau, il est dans le BTP, donc il loue des grues de chantier dans tout le Pacifique, C'est très intéressant. mais dans toutes les îles avoisinantes, donc vraiment aucun rapport avec le cinéma, et elle est enseignante. Et par contre, Est-ce qu'il est parent avec Francis Bouygues? par contre, Réinterrompre, on n'hésite pas. par contre, sa cinéphilie l'a amené à vouloir créer cette collection de films pour pouvoir sortir des films qu'en fait il désespérait de voir édités. Donc il s'est mis en contact dans un premier temps avec TF1 Vidéo, droit audiovisuel, et il les a convaincus de sortir, de lui donner les droits en fait de films que eux-mêmes ne voulaient pas sortir. Et donc il s'est engouffré dans une loi qui oblige les détenteurs de catalogues audiovisuels français qui les oblige à sortir des films ou à confier les droits à des gens qui sont prêts à les sortir en vidéo. Voilà. Donc dans cette première volée de 6 titres, il y a Archimède le clochard, Porte des Lilas, Si tous les gars du monde, Si tous les gars du monde. oui, Si tous les gars du monde, Les grandes familles, Les amants du Tage, Des gens sans importance. Plusieurs films qui étaient sortis chez René Château en DVD. Oui, mais Des copies là, vraiment déplorables. Puis, Alors, on voit bien c'est- évidemment. là, on est dans une qualité incroyable. Magnifique. Les films sont restaurés. Porte des Lilas, qui est un des films favoris Gérard Laine. de Gérard Laine, nous confiait-il tout à l'heure. C'est faux. C'est faux, c'est Georges Brassens qui est mon chanteur favori. Ah, d'accord. Pas le film. Donc dans Porte des Lilas, il y a effectivement le Georges Brassens, dont c'est le seul film en tant que comédien. La qualité est absolument fabuleuse. Je vais interrompre Daniel une fois encore. Encore Tu fais exprès. C'est un service public. Sur le tournage de Porte des Lilas, à un moment donné, René Clair, le metteur en scène, demande à Georges Brassens de se lever parce que les filles frappent à la porte et entrent dans la pièce. Et à ce moment-là, il demande à Brassens de se lever. Brassens ne le fait pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois, il ne le fait pas. Et Brassens lui dit, moi, quand les flics entrent quelque part, je ne me lève jamais. Alors donc, pour la suite des aventures de Coin de Mire, à la suite de cette sortie, de cette première volée de 6 titres, il a réussi à convaincre d'autres éditeurs comme M6, Studio Canal, de lui confier les Pathé, Gaumont, de lui confier des droits d'autres films. Et dans les sorties à venir, il y a quand même des films comme Le Train de Frankenheimer, Fanfan la Tulipe, Gazoil, le Baron de l'Écluse, Le Tueur,
tueur, Rue des Prairies, l'affaire Dominici, Maigret et l'affaire Saint-Fiacre et Maigret tend un piège, donc tout ça pour les fans de Gabin. Le couteau dans la plaie d'Anatole Litvak, et pour Fernandel, La table au crevé, La loi c'est la loi, Le mouton à 5 pattes, et encore d'autres titres. Moi par exemple j'ai Voilà. découvert celui-là, Si tous les gars du monde, c'est vraiment un petit bijou, donc réalisé en 56 par Christian Jacques, et on est complètement dans l'atmosphère du Salon de la peur. D'ailleurs c'est Henri-Georges Clouzot qui signe l'adaptation et les dialogues du film, et ça se ressent un peu. Mais c'est vraiment passionnant jusqu'à la fin, on ne sait pas comment ça va finir, et celui-là je vous le conseille vraiment. Et Christian Jacques d'ailleurs qui est un réalisateur un peu à réévaluer, qui était un peu... Ô combien? Au combien? Tu l'as vu, tu le connais celui-là? Oui, je l'ai vu à l'époque, À le film l'époque. m'avait beaucoup frappé à l'époque, absolument. Oui, oui. Et dedans, il y a un acteur qui a fait très souvent de bons films, qui s'appelle Jean Gavenne, Oui. qui a disparu dans l'anonymat le plus complet. Ce qui est bien avec ce film, il n'y a pas vraiment de premier rôle, c'est quasiment que des seconds rôles. C'est un film collectif. Collectif, c'est ce qui fait vraiment le charme du film en plus. La chanson aussi, Tous les gars du monde, interprétée par les Compagnons de la chanson, qui était un tube à l'époque. Et Daniel a été très frappé par le film, comme on peut le voir, parce que son exemplaire n'est pas ouvert. Je n'ai pas encore, j'ai pas eu le temps de tous les voir, mais notre ami Jean-Paul l'a vu. Et un dernier mot donc sur, enfin de ma part en tout cas sur cette collection. Thierry Blondeau a voulu recréer en fait une séance de cinéma un petit peu comme Eddie Mitchell le faisait dans la dernière séance, en présentant des actualités d'époque. Donc il y a 20 minutes d'actualité, donc ce qui permet de revoir pour Porte des Lilas par exemple des actualités de 1957, d'une France très très colonialiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite il y a une 15 minutes à peu près de réclames de l'époque, de pubs. Dont une avec Louis de Funès pour Martini. Tu as raison, à l'époque on disait des réclames. Absolument. Et ensuite le film. Et en dehors de ça, il y a des petits gadgets comme des photos, des reproductions de photos d'exploitation de l'époque, de manuels d'exploitation de l'époque, une petite affiche en prime. Voilà, donc c'est vraiment une très très belle collection, n'hésitez pas. Dans cette première fournée, si j'ose dire, il y a un très bon film d'Henri Verneuil qui est Des gens sans importance. C'est un très très beau film. Et il y a d'autres films de Verneuil à venir, donc dans ceux que j'ai cités comme La table au crevé, etc. Là, il y a Les Amants du Tage aussi que j'aime beaucoup. On voit la Amalia Rodriguez. Oui, c'est vrai. Magnifique chanteuse de fado. Oui, c'est vrai. Une des plus belles chanteuses de tous les temps d'ailleurs. C'est vrai. Portugaise. Un film rare, c'est Le du Tage. Oui. Oui. Oh, jamais vu. Magnifique. Hein. Avec Daniel Gélin et Françoise Arnoul. Oui. Absolument. Sinon, moi j'ai vu ça. Non, il a pas fini, Deux hommes en fuite. Deux hommes en fuite, un film réalisé par Joseph Losey et qui n'est pas du tout du Joseph Losey, on va dire habituel. Pénible. Les goûts et les couleurs. Et celui-là est vraiment surprenant parce que c'est un survival, on peut dire ça. Et en fait, c'est deux prisonniers qui s'évadent. On ne sait pas comment ils se sont évadés, on ne le saura jamais. On ne saura jamais ce qu'ils ont vraiment, quels étaient leurs crimes. Et c'est l'intérêt un peu du film. Tu l'as vu toi, Jean-Claude? Dont Robert Shaw, qui était le méchant de Bon baiser de Russie. Oui, entre autres. Entre autres. Et Robert Shaw d'ailleurs qui a coécrit le scénario. Oui. Parce qu'à la base, lui, c'est un dramaturge. Et donc il est face à... C'est un film qui me tient à cœur parce que j'ai pris la suite de Bertrand Tavernier comme attaché de presse du film. Et ça a été ma première rencontre avec Joseph Losey, avec lequel j'ai fait plusieurs films derrière. Oui, oui. Voilà, donc un très bon film. Donc Robert Shaw qui face à Malcolm McDowell. C'est un de ses premiers rôles et vraiment le film est passionnant. Il est tourné en Espagne. Dans le film, il n'y a pas, le pays n'est pas vraiment mentionné, c'est un pays un peu imaginaire. Mais bon, ça a été tourné apparemment dans la Sierra Nevada. Et donc en plus dans une très très belle copie, donc de chez Carlotta. Donc c'est du Losey mais sans être du Losey. Tu veux dire ça? Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. En tout cas, Robert Shaw l'a pas laissé froid. Voilà, bravo. Je crois qu'on va se quitter là-dessus d'ailleurs.
Non, je voulais, Il a pas Non. fini sa chronique. je voulais dire un petit mot simplement sur Future Media Los Angeles 1991, qui est un buddy movie Très sympa. avec James Caan et Mandy Patinkin, qui joue le rôle de Sam dans Homeland. Là, Mandy Patinkin joue le rôle d'un flic extraterrestre. Voilà, donc c'est un buddy movie, mais avec entre un flic terrien et avec un flic terrien et un flic extraterrestre qui recherche des mauvais extraterrestres. Voilà, et le film est très très sympa. Qui a donné lieu après à plusieurs téléfilms et une série. Voilà. Il y a un remake qui arrive bientôt. Le film vieillit très très bien. Absolument. Merci Daniel. Avec plaisir. Je vous en prie. Ton nouvel album Pétille, Ton nouvel album je t'emmerde. On va se laisser là. Merci Gérard d'être venu. J'espère que tu t'es pas trop ennuyé. C'était un plaisir. Merci encore. Merci Alexis. Merci Daniel. Merci Jean-Claude. Merci Christian. Merci Bruno. Merci Renaud. Et on se dit à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao. 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 Attends, ça rappelle les Au revoir. Salut.